La bataille. Dis-lui d'aller se faire foutre. Bien, Votre Altesse. Caulaincourt ? Sire. Ajoute que je ferai des brochettes avec ses couilles. Oui, sire. Et Caulaincourt ? Votre Altesse ? Et que j'irai chercher les oignons dans le propre potager de sa mère. Pavel Soldatov avait sacrée allure sous le bicorne. Tous les ans, au mois de septembre, il présidait la commémoration de la bataille de Borodino sur le champ de bataille historique. Là, en cette fin d'été 1812, sur la plaine piquetée de bosquets, les troupes de la Grande Armée avaient enfoncé les armées tsaristes. Napoléon avait harangué les siens. « Soldats, vous vous battez sous les murs de Moscou. » En réalité, la capitale se trouvait encore à 100 kilomètres plus à l'est. Une fois de plus, l'empereur exagérait. Le choc avait été terrible. En 15 heures, 70 000 cadavres s'étaient amoncelés sur le sol fangeux. Polonais, Français, Prussiens, Russes et Anglais mêlés dans les fondrières. Les Russes, étrangement, n'en avaient pas voulu à l'envahisseur corse. Près de 200 ans plus tard, à l'aube du XXIe siècle, ils voient encore un culte à Napoléon. L'associait-il à un ennemi du tsar, au pourfendeur des injustices, à l'héritier de la Révolution ? Peut-être voyait-il dans la Grande Armée la préfiguration de l'Armée rouge ? Les Russes ont subi pendant des siècles le joug de satrapes asiates. Ils acceptent d'être malmenés, à condition que leur asservisseur manifeste une fermeté digne de leur fatalisme. Sire, Caulaincourt, Karpov me répète que vous avez 10 minutes pour dégager et que, passé le délai, il donnera la milice. Réponds à cette phase de bite que je ne parlerai qu'à mon homologue, le président Poutine. Mais, sire, il dit que nous n'avons aucune chance et qu'ils sont plus de 200 en face. Il ne sait pas de quel métal nos âmes sont frappées. Pavel tira sur la bride de son étalon, effectua une demi-volte et, debout sur ses étriers, toisa ses arrières. Soldats de l'an 1812, les nations vous regardent. La liberté triomphera comme elle a triomphé sur toutes les terres que vous avez fécondées de votre sang. Vous avez vu vibrer les pyramides dans la chaleur du Nil. Bientôt, vous admirerez les trésors du Kremlin. Moscou nous oppose ses forces scélérates, mais nous vaincrons, pour la gloire de la France, l'amour de la liberté et le souvenir de nos braves. Pavel Soldatov commandait une armée de 1000 hommes. L'association de reconstitution des batailles napoléoniennes recrutait dans toutes les provinces de la Fédération russe. L'un des membres, un sergent, venait même de l'île de Sakhaline, à 10 000 kilomètres de Moscou. Tous voyaient l'histoire comme une succession de tableaux, un diorama monstrueux dont les peuples auraient constitué les figurants et les tyrans les metteurs en scène. Tous vénéraient l'empereur et tenaient 1812 pour une année encore plus cruciale que 1917. Plombiers, chauffeurs routiers, professeurs d'université, musiciens, cultivateurs, épiciers, ils consacraient leur temps libre à briquer des uniformes du Premier Empire confectionnés par leurs propres soins. Le week-end, ils réparaient le sentiment de s'être trompés d'époque en se réunissant, vêtus d'habits d'apparat ou de tenues de combat, dans un terrain vague jouxtant l'usine de Saint-Doux numéro 2 du village de Borodino. Là, été comme hiver, dans la canicule ou sous la neige, ils prenaient les rangs, s'entraînaient à charger dans la plus pure tradition française, répétaient les manœuvres en vue de la grande parade annuelle. Pavel, ancien général de l'armée rouge, avait servi dans les blindés et cantonné dans le Gobi, le Caucase et sur les littoraux arctiques. À sa retraite, il avait été élu président de l'association. Charge écrasante, hautement compensée par le fait qu'elle vous sacrait automatiquement avatar de l'empereur français. Pavel tenait son rôle avec beaucoup de sérieux. Il avait lu tout ce qui était disponible en russe, étudié les poses de Napoléon, appris ses meilleurs mots, fixé pendant des heures les portraits de l'antéchrist corse pour incorporer ses expressions. Une mèche rebelle qui lui balafrait le front, un embonpoint qu'il tentait de contenir dans des habits trop gainés, une pâleur du teint et un égarement du regard prouvaient aux adhérents du club que leur chef poussait la conscience professionnelle jusqu'au mimétisme. Certaines langues affirmaient que Pavel forçait sa femme Anastasia à lui donner du « Votre Altesse » quand il la besognait, et qu'il n'ôtait jamais son bicorne chez lui, même dans son bain. On l'avait aperçu en tenue, en plein après-midi,
sur la terrasse de son appartement de l'avenue Koutouzov, à Borodino. 3 semaines auparavant, au bureau de l'association, Pavel avait reçu un courrier du maire de Borodino, Evgeny Karpov. La lettre annonçait l'interdiction de la reconstitution. C'était un niet, sans explication, signé de la main de Karpov. Ce gros édile, enrichi dans le commerce d'engrais, se fichait de la gloire française. Il pesait 100 kilos, roulait en Hummer, passait ses vacances en Thaïlande, entretenait des étudiantes, couvrait sa femme de robes Dior et rêvait d'installer un jacuzzi dans la salle de bain de la datcha qu'il achevait de faire construire sur la route de Moscou. Il avait entretenu jusqu'alors des relations cordiales avec ce vieux dingue de Soldatov. La concentration d'une troupe d'un millier de cinglés en shako, une fois l'an, dans les prairies de sa commune, l'indifférait. Après tout, l'événement n'était pas mauvais pour lui, la presse nationale couvrait les festivités, les journalistes européens accouraient au spectacle, et lui réussissait chaque fois à se glisser au premier plan de la photo officielle. En outre, la mairie percevait son dû sur les recettes des petits marchands de brochettes caucasiens qui montaient leurs échoppes à la va-vite, à l'aube, autour du champ de bataille. Et puis, il y avait Anastasia. La femme du général Soldatov travaillait depuis la fin de la perestroïka aux affaires sociales de la mairie de Borodino, sous les ordres de Karpov. Comme son mari la délaissait, hantée par sa mission, elle avait fini par céder aux avances de Karpov. Lassée de se faire sauter 2 fois l'an par un type en bicorne qui jouissait en criant « Joséphine !», elle avait offert au maire ses gros seins et son cul d'ancienne championne soviétique de gymnastique. Il se retrouvait dans la salle des archives de la mairie, entre 2 réunions. Elle retroussait sa jupe, elle ouvrait grand la bouche, il lui demandait des choses impossibles, elle ne refusait rien, il lui offrait des piercings qu'elle se plantait dans les bourrelets du nombril. Au fond, elle préférait les dérèglements sexuels de son amant au râle annuel que son mari entrecoupait de commandements réglementaires et d'ordres martiaux. Pavel était trop aveuglé par le soleil d'Austerlitz pour remarquer que sa femme portait des pendeloques qu'il ne lui avait pas offertes. Cette année-là, les choses s'étaient grippées. Les élections approchaient, Karpov faisait campagne sous les couleurs du parti poutinien Edina Rossia. Soldatov, emporté par son personnage, s'était épanché dans les journaux critiquant la vulgarité de l'équipe en place à Borodino et claironnant que l'histoire aurait été bien inspirée de faire triompher les Français en 1812 pour épargner à la Russie ces nouveaux riches qui défiguraient le pays. Karpov avait décidé de sévir. Il n'y aurait pas de déploiement impérial. Les napoléonistes n'avaient qu'à trouver un nouveau terrain de jeu, il interdirait l'événement. Quand Pavel avait pris connaissance du refus de Karpov, il n'avait pas scié. Il avait replié le papier à en-tête et s'était fendu de ce mot « Je lui enverrai 10 000 boulets, qu'il aille se faire pendre en Yakoutie, on maintient la fête, l'histoire jugera. » En ce 7 septembre, 1000 soldats impériaux, dragons, uhlans, grognards, cavaliers, artilleurs, lanciers polonais et spahis, enturbanés, se tenaient immobiles, dans un silence de mort, sabre au clair, fusils chargés de balles à blanc, bottes cirées et casques rutilants, alignés, rangés, déployés sous le soleil de Borodino, au milieu de la grande plaine, derrière Pavel Soldatov, leur général, leur président, leur empereur. Ils étaient face à 200 miliciens spécialement dépêchés de Moscou à l'appel du maire. Karpov, pressentant que Soldatov ne plierait pas, avait téléphoné au FSB à Moscou. La direction des services, trop contente d'infliger une correction à ce général qui prenait un peu trop de liberté avec la liberté d'expression, avait répondu favorablement aux implorations du maire. Une compagnie des forces de maintien de l'ordre avait été détachée pour la journée. Il s'agissait des fameux OMON, dont l'acronyme, sinistrement connu dans toutes les Russies, avait, à sa simple évocation, réussi à disperser bien des manifestations. Des centaines de badauds, ventre nus et shorts à fleurs, flanquaient le champ de bataille, avachis sur des bottes de paille, couchés dans des transats. On buvait de la bière dans d'énormes bidons de plastique. Ici et là, un transistor crachait les notes d'une chanson de variété. Les mots hurlaient, les chiens se reniflaient, les filles surveillaient leur téléphone portable. Il flottait dans le ciel une odeur de mouton grillé. Karpov, installé dans son bureau de la mairie, se rongeait l'ongle du pouce. Il hésitait à donner le signal. Il était convenu que les OMON ne chargeraient pas sans son accord.
Leur capitaine attendait le coup de fil pour lancer sa troupe. Les 200 miliciens piaffaient d'impatience d'enfoncer cette bande emplumée. Casqués, bottés, vêtus de leur combinaison anti-émeute, taser à la main, les miliciens se réjouissaient à la perspective de donner une raclée à ces soldats de carnaval et à leurs sales petits chefs bicornés. L'avant-veille, place Pouchkine, à Moscou, ils avaient dispersé une manifestation de dissidents nationaux bolcheviques, autrement plus agressifs que ces bouffons emperruqués, armés de vieux mousquets, de fusils factices, de canons chargés à blanc et de sabres de bois. Les deux troupes se faisaient face à 400 mètres de distance. Il était midi. La foule commençait à trouver le temps long. Les parents redoutaient d'avoir fait le déplacement pour rien. De temps à autre, un père de famille, en marinière, canette de bière à la main, se levait d'une chaise en plastique et hurlait « Défoncez-les !» sans préciser à laquelle des deux parties s'adressaient ces encouragements. Karpov venait de s'entretenir au téléphone avec Igor, un de ces foutus aliénés d'opérette dont le général Soldatov avait fait son aide de camp et que tous les membres de l'association appelaient Colincourt. Il raccrocha fulminant. « Alors ?» lui demanda Volodya Savrogin, second adjoint du maire en charge de la sécurité. « Alors cet animateur de kermesse m'insulte du haut de sa carnétique. Il m'a traité de face de bite et veut Poutine en ligne. Il ne veut pas reculer ? Non. Il a commencé à mettre ses hommes en formation de combat. Il fait 38 dehors. Il n'y a pas un souffle d'air. Il est devenu complètement fou. Il y a pourtant des lieux réservés aux gens qui se promènent en bicorne. Ça fait longtemps qu'on aurait dû le piquer. Faites donner les aumônes, monsieur le maire. Ça va être le massacre. Vous n'avez pas le choix, monsieur le maire. Vos électeurs ne pardonneront pas la faiblesse. Oui, Savrogin, vous avez raison. Tant pis, tout est sa faute. Sur la plaine, voyant manœuvrer les hommes de Soldatov, les aumônes avaient rabattu leurs visières et dégoupillé les grenades lacrymogènes. Le véhicule blindé anti-émeute qui couvrait la compagnie pointa le canon à eau vers les lignes impériales. Soldatov galvanisait sa foule. « Soldats, suivez votre empereur, suce à l'ennemi, vive l'Empire !» Une clameur se leva dans le groupe des spectateurs. Un brouhaha de satisfaction. La foule avait son dû. Les 1000 hommes de Soldatov s'ébranlaient vers l'escouade de miliciens. Ils avançaient au pas, martelant la pauvre prairie de Borodino, la morne plaine harassée par de vraies armées, abreuvée de vrai sang, et que les panzers avaient eux-mêmes labourée, 130 ans après les tentatives napoléoniennes. En face, stoïque, immobile derrière sa herse de matraque, la compagnie anti-émeute attendait l'ordre. Même les plus aguerris des aumônes trouvaient tout de même que cette foule en marche, cette concentration de grenadiers à pied, en bleu, blanc et rouge, de cavaliers gantés portant les sabretages des régiments de chasseurs, ces tambours-majors à plumets et ces dragons casqués de cuivre, ces lanciers à chapska et ces porte-drapeaux à jabots ajourés, ces maréchaux vêtus de dolmans rouges, de pelisses chamarrées, le pantalon protégé par d'amples charivaris, cette troupe cliquetante, arborant brocards, panaches et cocardes, hérissée de fanions brodés d'or, ce flot humain levant poussière, mené par ce Soldatov qui s'était couvert de gloire dans la défense de l'Union soviétique, cette marée de rêveurs costumés, martelant de la semelle l'illustre chant de douleur, cette armée dont il s'était tant moqué tout à l'heure, ne manquait pas d'allure, imposait le respect. Il regrettait à présent d'avoir à cogner sur ses concitoyens romantiques, qui n'avaient rien à voir avec les petits voyous anti-poutiniens moscovites vendus à l'OTAN. Le téléphone portable du maire sonna au moment où il s'apprêtait à commander l'assaut. « Karpov, c'est Anastasia. »« Tu tombes mal, ma chérie, je suis en train d'essayer de raisonner ton malade de mari. »« Je sais, je suis sur la prairie, je vois les aumônes. Ils ont sorti les lance-grenades, on dirait des Rottweilers, ils sont prêts à charger. »« Je sais, ils attendent mon ordre. »« Tu sais que si tu touches à un cheveu de Pavel, c'est fini entre nous. » Mais ma chérie, Anouchka, demain... Pas de ma chérie, pas d'Anouchka. Tu remballes tes chiens de garde où il n'y aura pas de demain, plus jamais. Tu peux dire adieu à mon cul. Karpov, affreusement gêné par la présence de son adjoint, replié sur son téléphone, murmurait en se cachant la bouche dans les mains. Ma chérie, je ne peux pas te parler. Plus rien, tu entends ?
Je ne te marcherai plus dessus en te traitant de larve, je ne te donnerai plus de fessées, je ne te prêterai plus mes soutiens-gorge, tu n'auras plus de coups de pied, je ne t'ordonnerai plus de marcher à quatre pattes, plus de gifles, plus de cravache, plus de crachats, rien. Anastasia, Anastasia, allô ?» La femme du général Soldatov avait raccroché. Sur la plaine de Borodino, les premières lignes de grenadiers n'étaient plus qu'à 200 mètres des aumônes. Soudain, le capitaine de la milice anti-émeute porta la main à son oreillette et, après un instant d'hésitation, donna à la compagnie l'ordre de se replier. En formation parfaite, les 200 miliciens refluèrent. Une clameur sauvage de triomphe s'éleva dans les rangs de Soldatov. Les grenadiers accélérèrent le pas. Pavel mit son cheval au trot. Hussards, dragons et carabiniers suivirent le mouvement. Les hurlements du public couvraient la cavalcade. L'armée napoléonienne chargeait de toute sa puissance. On accéléra. Les grenadiers couraient, les cavaliers galopaient, Soldatov en tête, grisé par le souvenir. Les miliciens n'eurent que le temps de se jeter dans les véhicules blindés qui démarrèrent sans même attendre que les portes se referment. Alors, Soldatov, sabre levé au-dessus du bicorne, magistral dans sa pèlerine d'hermine, leva la main gauche pour arrêter sa troupe et hurla le mot que 1000 gosiers reprirent en chœur, « Victoire !» Puis, apercevant sa femme dans les rangs des badauds, il galopa vers elle, le cœur fou de fierté, persuadé qu'elle devait fondre d'amour, comme s'était pâmée Marie-Louise le jour où elle avait reçu le billet où l'empereur lui annonçait la prise de Moscou.